Bonjour, Monsieur Biziou. Bonjour, bonsoir, hein, avec le Oui, bah, ça décalage fait, horaire que nous c'est oui. avons. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à une discussion ce matin. Une discussion qui sera axée essentiellement sur la réglementation française, européenne aussi, puisque la législation française en dépend, un peu d'international et aussi de notre réglementation locale qui actuellement est en pleine réforme. Juste pour vous situer un peu la situation locale, donc cela fait 3 ans maintenant que notre association fait du lobbying politique avec l'association Tahitienne Culture et son président, M. Kalani Hia, qui est donc notre président adjoint au niveau du syndicat polynésien du chanvre. Nous avons commencé avec l'ancien gouvernement, l'ancien ministre de la Santé, qui a déjà entamé un travail de réforme puisque cela consistait essentiellement à réformer la législation sur les substances vénéneuses et de revoir donc la classification du cannabis, enfin plutôt légaliser le cannabis industriel et médical comme cela se fait aujourd'hui en France. Alors, malheureusement pour nous, nous avons beaucoup donné d'informations, nous avons donné beaucoup d'informations à l'ancien gouvernement. Malheureusement, c'était un gouvernement qui était très fermé, qui n'était pas ouvert au dialogue, à la discussion. Donc, nous avons été ignorés. Donc, on s'est retrouvé avec une loi de pays qui a été donc adoptée par l'ancienne majorité essentiellement, mais qui a été boudée par l'opposition, par tous les partis de l'opposition. Cette loi a été promulguée en début d'année, donc le 5 janvier 2023, dans lequel donc on retrouve la réforme sur la réglementation des substances vénéneuses en général et un chapitre spécialement dédié à la légalisation du cannabis non stupéfiant, donc le chanvre industriel, et donc le cannabis médical. Sauf que dans cette loi de pays, de nombreux articles ne nous conviennent pas, mais on en discutera au fil de la discussion. Pour commencer, je vous propose de vous présenter et de nous dire, vous faites quoi, Monsieur Biziou? Vous faites quoi? Je Pour ceux fais qui quoi? vous... Yann Biziou, je suis maître de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à Montpellier, où je donne des cours de droit qui sont assez éloignés, hein, quand même, de la question des drogues. Et depuis combien? Depuis près de 40 ans, je travaille par contre en recherche sur la question du droit de la drogue et des politiques publiques de la drogue. Voilà. Et à ce titre, je me suis intéressé un peu à toutes les drogues, hein, opium, cocaïne, etc. Et bien évidemment au cannabis, parce que ça reste la substance la plus consommée dans le monde et celle probablement pour laquelle la classification est la moins justifiée et le contrôle le moins légitime. Merci, Monsieur Biziou. Je me rappelle de votre intervention donc à la conférence internationale qui s'était déroulée en novembre 2021 et qui était organisée par notre ancien député, devenu président de la Polynésie française aujourd'hui, M. Moïta Broderson. Johnson, Et, oui. mais je crois que, enfin, j'ai vu beaucoup de vos interventions, notamment de vos commentaires sur la réglementation. Vous pouvez nous citer quelques interventions importantes? Oui, j'avais travaillé avec Francis Caballero, qui est vraiment le premier, l'inventeur du droit de la drogue, hein. Francis a eu un travail, enfin, a fait un travail absolument révolutionnaire. Et j'avais travaillé avec lui sur la deuxième édition du Précidalos de droit de la drogue, et qui reste quand même s'il a été publié il y a plus de 20 ans, ça reste quand même une référence. Puis après, nombreux articles sur tous les sujets, le cannabis, le CBD, et à chaque fois, l'interprétation, le sens que le droit donne à ces différents produits et à leur commercialisation. J'étais très impliqué dans l'affaire Canavap, sur le CBD, devant la Cour de justice de l'Union européenne, et puis dans le recours du Conseil d'État aussi, oui, contre l'arrêté du 30 décembre 2021 qui nous a pourri notre nouvel an 2022, puisque il a fallu écrire le recours dans la nuit du 31 au 1er, et donc voilà. Mais avec succès et une décision du Conseil d'État qui ouvre des vraies perspectives d'un point de vue juridique, et ça, c'est intéressant. Voilà. Merci pour cette action très importante pour toute la filière française. Vous avez participé également, vous avez été consulté par la mission d'information commune de Oui, l'Assemblée nationale tout aussi, à il me fait, semble, oui, oui. oui.
Oui, et puis plus tôt encore en 2016, lorsqu'il y avait eu la réforme aussi des haltes soins addiction, parce que je vous ai dit, je m'occupe pas seulement de la question du cannabis, je travaille aussi sur la question de l'accès aux new psychoactive substances, les nouvelles substances psychoactives, notamment dans les free parties, et la question de l'usage de stupéfiants dans les free parties. Bref, tous ces aspects juridiques qui mobilisent ou qui font intervenir la question des drogues. Question du dépistage au volant, enfin toutes ces choses-là. Et donc c'est une activité. Alors comme la loi change en moyenne une fois tous les 6 mois, ben, ça m'occupe. Hein, j'ai pas le temps de m'embêter et je ne vous compte pas les décrets, règlements, arrêtés, etc. Rien que les lois, c'est modifié tous les 6 mois. Donc depuis 52 ans. Donc voilà, il y a à faire. Ah, alors, venons-en au fait. Je vous propose de commencer par discuter du volet industriel du cannabis, du chanvre, puisque nous-mêmes, nous avons tenu une réunion il y a 15 jours avec notre ministre de la Santé pour justement poser le cadre dérogatoire donc à l'exploitation du chanvre industriel ici en Polynésie française. Voilà. Nous avons deux axes de réflexion. La première étant celle de reprendre la loi qui a été votée par l'ancienne majorité, qui est très contestée, qui, de l'avis même de notre président, est très contestée par les représentants de l'État ici en Polynésie française. Bon, on n'a pas toutes les précisions. Donc, c'est la première voie. Soit on continue, on amende, si j'emploie le bon terme, on amende cette loi pour la rendre plus acceptable. Soit on l'oublie complètement et on réécrit, on repart de zéro et on réécrit la loi. Voilà, deux choses. Il y a même une troisième option que nous avons retenue, que je vous en discuterai après. Voilà, donc sur le volet industriel, donc pour que tout le monde comprenne bien, il y avait un premier cadre dérogatoire qui était fixé en août en 1990 pour faire reconnaître justement cette activité de chanvre industriel dont la France est leader européen et mondial il y a quelques années, avant de se faire dépasser par les grands pays. Et cet arrêté donc a été suite à l'affaire Canava, dont vous êtes l'un des principaux acteurs, a été donc réformé par un nouvel arrêté du 30 décembre 2021, dans lequel on reprenait donc les anciennes dispositions de l'arrêté de 90, mais on avait rajouté la possibilité d'exploiter les fleurs, mais uniquement pour en faire des extraits industriels de chanvre. Voilà. Donc, ça conduit donc à votre recours. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur cet arrêté, nous expliquer pourquoi vous avez fait des recours devant le Conseil d'État? Oui, alors l'arrêté du 30 décembre 2021, c'est clairement aujourd'hui le socle qui va nous intéresser. Parce que comme vous venez de le dire, il reprend l'antériorité et puis il ajoute quelque chose. Sauf que ce qu'il ajoute, il le fait à minima. C'est-à-dire, globalement, nous, ce qu'on reprochait à cet arrêté, c'était qu'il y avait l'arrêt Canavap de la Cour de justice de l'Union européenne qui, de mon point de vue, est un arrêt très intelligent. C'est-à-dire que la Cour a rappelé une évidence, mais c'est bon de rappeler les évidences, c'est que le droit des stupéfiants est un droit pour la santé publique. L'objectif, c'est la protection de la santé publique. Et donc, si on est dans une logique evidence-based, comme on dit, hein, une logique de réflexion scientifique et de construction des politiques publiques par rapport à la science, eh ben, l'objectif qui doit nous guider, c'est la santé publique. C'est pas autre chose. Et Canavap, si vous voulez, c'est ça le fond de l'arrêt Canavap. C'est de nous dire, on peut contrôler les stupéfiants parce que ce pas des produits comme les autres et qu'il y a un risque pour la santé publique. Et la nature de ce contrôle dépend de l'ampleur du risque. Si le risque est élevé, le contrôle peut être très strict. Si le risque est limité, le contrôle doit être limité. Et là, on parlait de quoi? On parlait de cannabis, enfin de chanvre industriel avec 0,3% de THC, enfin 0,2 même à l'époque. Enfin, vous pouvez fumer le champ entier, quoi. Vous verrez pas d'éléphant rose. Donc, on n'est pas sur un produit qui est dangereux pour la santé publique. Voilà. Donc,
Après, il y a la question du CBD qui éventuellement est susceptible peut-être d'avoir des interactions avec d'autres produits. Pour l'instant, la littérature n'est pas très claire là-dessus, mais je veux bien l'entendre. Eh bien, travaillons là-dessus. Mais ça ne nécessitait pas un contrôle excessivement rigoureux. Or, l'arrêté du 30 décembre 2021, c'est vraiment, on a perdu, le gouvernement, on a perdu devant la Cour de Luxembourg. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de limiter au maximum l'impact de cette décision? Et donc, c'était concéder aux citoyens et aux industriels du secteur du chanvre ce que de toute façon, on ne pouvait pas leur refuser. Et tout le reste, c'était essayer de le limiter. Et en particulier une chose, c'est la fleur. La fleur et le commerce de la fleur étaient prohibés. Deuxième chose qui, moi, me pose un vrai problème, c'est l'interdiction de l'autoculture, puisque seuls les agriculteurs agréés pouvaient cultiver. Et donc, ça voulait dire que le particulier qui souhaitait consommer une fleur, il ne pouvait pas planter ces 5 ou 6 plants de chanvre. Et on parle bien de chanvre à 0,3%. On ne parle pas de cannabis à 10% de THC. Et donc, c'est ça qu'on a contesté. On a dit, mais en fait, du point de vue de la santé publique, ça ne se justifie pas. Il n'y a pas de raison. Il y a d'autant moins de raisons que le même texte autorisait les produits s'ils étaient fabriqués de façon synthétique. Donc, vous aviez le droit de fabriquer une partie des produits synthétiquement, mais vous n'aviez pas le droit de les extraire de la plante. Ça avait aucun sens. Et c'est ce que le juge administratif a répondu au gouvernement, en disant, ben non, d'un point de vue, vous devez vous placer du point de vue de la santé publique, et du point de vue de la santé publique, vos arguments ne tiennent pas. Alors, il y a eu un autre argument qui a été invoqué par le gouvernement, c'est la sécurité publique. Mais la sécurité publique n'est pas l'enjeu prioritaire du droit de la drogue. Le droit de la drogue, c'est un droit de santé publique. Il est dans le code de la santé publique avant tout. Et sur la sécurité publique, ce qu'a répondu le Conseil d'État, c'est l'organisation de la sécurité, elle peut s'adapter à un système dans lequel on a une légalisation contrôlée du chanvre à 0,3% de THC. Voilà. Et donc, on a gagné là-dessus. Ça a pris un an quand même. Et ça veut dire aussi beaucoup d'industriels qui ont été importunés, qui ont subi des perquisitions, des saisies. Donc, c'est lourd quand même pour le secteur. Et aujourd'hui, tout n'est pas réglé. Et donc, c'est pour ça que s'inspirer de cet arrêté me dérange un petit peu, parce qu'en fait, il est structurellement, sa logique n'est pas la bonne. La logique doit être celle de la santé publique et pas une autre. Et or, cet arrêté ne s'inscrit pas dans une logique réellement de santé publique. Donc, je pense qu'il vaut mieux réfléchir à partir de quelque chose de plus global, en se donnant comme objectif la santé publique. Merci, Monsieur Biziou, pour cette précision qui me semble très importante, cette différence de notion entre la sécurité publique et la santé publique. Alors, ici, chez nous, on est en plein dedans, parce que la sécurité publique est une compétence régalienne, voilà, dévolue à l'État. Forcément, les forces de l'ordre, les moyens financiers pour maintenir cette force de l'ordre et de la compétence de l'État ici. Sauf que la santé publique est de la compétence du pays. Donc, on est clairement sur une compétence enfin, je ne dis pas partagée, mais selon les interprétations, c'est bien de le préciser. Donc, en ce qui concerne le droit des drogues, on est clairement sur un droit de santé publique. Et je pense que vous confirmerez mes propos en disant que l'esprit même de la Convention unique sur les stupéfiants est justement d'appliquer des mesures de réduction des risques de santé liés à la consommation des drogues. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la Cour de Luxembourg dans sa décision, en disant la finalité de la Convention de 1961 sur les stupéfiants ou de la Convention de 1971 sur les psychotropes, c'est la santé publique. Et C'est donc, ça. et c'est vrai qu'en Polynésie, l'enjeu, il est majeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension sécuritaire. Le Conseil d'État n'a pas exclu cette dimension sécuritaire, mais elle n'est pas prioritaire.
la sécurité doit s'adapter à la stratégie de santé publique. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Et c'est Oui. vrai que ces dernières années, on a eu tendance à inverser les priorités, mais si on peut juste en 2 minutes rappeler l'histoire, la structure du droit de la drogue en France date d'une loi du 31 décembre 1970, hein, euh, applicable avec des atermoiements en Polynésie, mais bon, en gros, loi du 31 décembre 1970. Or, cette loi du 31 1970 ne prévoyait de sanctions pénales que pour inciter aux soins. Le Oui, but de la loi, c'était le soin. Et exactement. on inventait, il y a 3 choses importantes dans la loi de 1970. Il y a l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire cette contrainte pénale, 1 an d'emprisonnement, qui n'est d'ailleurs arrivée que sur amendement, hein, elle n'était pas dans le projet de loi initial. 1 an d'emprisonnement, 3 750 € d'amende, ça c'est la sanction pénale, mais avec l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire la possibilité de remplacer l'amende par une prise en charge médicale, et puis l'amende et l'emprisonnement. Et puis il y a 2 autres choses qu'on oublie souvent et qui sont absolument fondamentales dans la loi de 1970. La première, c'est la gratuité des soins pour les personnes qui ont une difficulté avec les drogues. Et la deuxième chose qui est importante, c'est l'anonymat des soins et de la prise en charge. Et ça, la loi de 70 l'affirmait, et ça montre bien qu'on était dans une logique de santé publique, de protection de la santé, Oui. et non pas dans une logique de répression. Quand on dit gratuité des soins, anonymat de la prise en charge, on est sur une problématique de santé, on n'est pas sur des problématiques sécuritaires. Oui, merci. Merci de cette précision. D'ailleurs, je vais relire l'intitulé même de la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. Je pense que le titre est bien clair. Voilà. Et la notion de trafic, si vous voulez, elle dépend tout simplement de ce que vous définissez dans la loi comme étant l'usage légal et l'usage illégal. Donc, le contrôle et la répression du trafic qui sont nécessaires, ils dépendent tout simplement de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Donc, vous devez définir ce qui est autorisé et ce qui est interdit selon une stratégie de santé publique. Et ensuite, ça vous donnera le cadre pour définir l'action sécuritaire. Voilà. Alors, le Conseil d'État a suivi donc Oui. vos arguments et donc est venu modifier donc l'arrêté du 30 décembre 2021. En quoi alors? Vous expliquez? Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est tout simplement supprimer une partie de l'arrêté. Donc, le reste continue à exister. Donc, vous pouvez cultiver du chanvre industriel et ce qui a été supprimé, c'est l'interdiction de commercialiser la fleur et de consommer la fleur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ça concerne la légalité de l'action concerne tous les produits, y compris la fleur, dès lors qu'elles sont issues de variétés qui sont autorisées au sein de l'Union européenne. Et le seuil de THC, qui est en principe de 0,3%, hein, c'est ce qui est très peu, peut éventuellement varier, puisque ce qu'a fixé comme règle le Conseil d'État, ça n'est pas une règle relative au taux de THC, Oui. mais au, au caractère légal de la production dans un pays, dans un État membre. Or, il y a des États membres qui sont à 1%. La Pologne, par exemple, la République tchèque sont à 1%, d'accord, de THC dans le cannabis. Donc, dans ces pays, vous pouvez produire, fabriquer des substances qui ont jusqu'à 1% de THC. Et pour moi, ça, c'est légal, puisque le critère du Conseil d'État, ce n'est pas le taux de THC. Le critère du Conseil d'État, c'est la légalité dans un pays membre de la production et de la distribution du produit. Mhm. Alors, ce qui m'amène donc à m'interroger sur justement la commercialisation de cette fleur brute. Donc, forcément, bon, divers produits finis sont issus de cette fleur brute, mais mon attention est attirée par les compléments alimentaires et les produits alimentaires, notamment contenant du CBD, parce que c'est une grosse discussion ici en Oui. Polynésie française. Voilà. C'est normal et c'est une discussion compliquée. Donc, le cadre consiste à dire que depuis l'arrêté de 2021,
il est légal de produire et distribuer des produits qui sont fabriqués à partir de cannabis ayant 0,3% de THC. Mais après, une fois que vous commercialisez, vous passez du code de la santé publique, hein, que j'évoquais tout à l'heure, au code de la consommation. Il faut protéger le consommateur. Et c'est une chose, enfin, un objectif tout à fait louable. D'accord? Et donc, ce n'est pas parce qu'on vous autorise à commercialiser le chanvre à 0,3% que tout est permis. Il faut respecter la réglementation relative à chaque type de produit que vous allez proposer. Si vous proposez des produits cosmétiques, il faut respecter les règles de la cosmétique. Si vous fabriquez des médicaments, il faut respecter les règles du médicament. Si vous proposez des produits alimentaires, il va falloir respecter les règles de l'alimentation. Or là, on a une réglementation européenne qui est celle des nouveaux aliments, hein, parce qu'on utilise plutôt le terme anglais de novel food, qui consiste à dire que si un produit n'a pas été consommé avant 1997, pour pouvoir être mis sur le marché, il faut que sa toxicité soit évaluée et qu'on s'assure qu'il ne crée pas de risque pour les consommateurs. D'accord ? Le chanvre a été consommé avant 1997. Donc le chanvre n'est pas une novel food. Et vendre la fleur, c'est vendre du chanvre. Ce n'est pas une novel food. En revanche, vendre des produits qui sont extraits, et c'est là le problème du CBD, extraits à partir de la fleur, là, éventuellement, la législation novel food s'applique. Mais vous voyez bien la subtilité, et on touche aux limites de cette réglementation des novel food, c'est que si vous appelez votre produit, si vous dites le produit, je ne sais pas moi, la crème polynésienne à base d'extrait de chanvre, ça n'est pas une novel food. Et si par contre, vous appelez la même, pas crème, bière, puisqu'on est sur les aliments, donc la bière polynésienne à base de chanvre, vous n'êtes pas en novel food, contient du CBD, c'est la novel food. Donc selon le packaging, le marketing, le même produit peut dépendre ou non de la réglementation novel food. Donc ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que pour pouvoir obtenir l'agrément Novel Food, il faut faire une démarche auprès de l'Union européenne qui a demandé une évaluation. Ça a pris des années. L'Union européenne s'est d'abord préoccupée de quelque chose qui peut paraître assez surréaliste. C'est le risque qu'on retrouve du THC dans le lait pour les biberons des enfants si les vaches dans le champ mangeaient du chanvre. Oh, franchement, il faut quand même être assez pervers pour avoir ce type de... Mais ce que j'avais trouvé admirable à l'époque, c'est qu'ils ont quand même essayé de retrouver du THC dans le lait de vache qui mangeait du chanvre. La réponse est, ils n'en ont pas trouvé. Ah. Logiquement, on aurait pu penser qu'ils s'arrêtent là. Pas du tout, pas du tout. Ils ont continué, ils se sont dit, oui, mais alors si un jour on pouvait en trouver. Et donc, ils se sont lancés, l'EFSA, l'agence sanitaire européenne, s'est lancée dans des conjectures absolument fantastiques pour essayer d'évaluer le risque pour la santé du nourrisson s'il consommait, ou de l'adulte hein, aussi, s'il consommait du lait de vache qui avait mangé du chanvre. Ouais, alors, ils sont arrivés, bon, ça donnera lieu probablement à un contentieux dans les mois qui vont venir. Ils sont arrivés à une dose qui est de 1 microgramme par kilo de poids corporel par jour. Vous ne pouvez pas avoir plus de 1 microgramme, pas micro, un micron, donc millionième, microgramme par kilo par kilo de poids corporel de THC dans le produit que vous commercialisez, sur un poids moyen d'adulte de 70 kg. Ils ne m'ont pas inclus dans la statistique, hein, sinon on serait beaucoup plus haut. Ce taux est complètement délirant. La façon dont l'EFSA l'a calculé me laisse perplexe pour rester très poli. Scientifiquement, je trouve ça très faible et très incohérent parce que
Pour d'autres produits plus dangereux, le seuil est bien au-delà de 1 microgramme, hein. Pour la morphine, de mémoire, c'est 10 microgrammes. Donc, est-ce que la morphine est 10 fois moins dangereuse que le THC? Ce serait une grande nouvelle, hein, quand même. Ah oui. Mm. Là, on aurait une révolution copernicienne de la science des Mm. drogues. Donc, je suis assez perplexe là-dessus. Alors, cet avis n'a pas de valeur juridique en lui-même. Il a été doublé d'un deuxième avis en 2020, puis d'un troisième avis en 2022 sur le CBD et les produits CBD. Et en fait, l'EFSA a refusé, l'agence européenne a refusé de se prononcer. Et la Commission européenne aussi. Mais la conséquence, c'est quand ils ne se prononcent pas sur le statut de novel food, a priori, vous ne pouvez pas proposer un produit novel food. Donc, en fait, c'est un moyen très hypocrite de ne pas assumer et de ne pas permettre la commercialisation de certains produits alimentaires à base de CBD ou qui contiendraient du THC. En effet, ça, ça me paraît complètement délirant, puisque je n'oublie pas que dans la décision du Conseil d'État, l'État avait justement avancé l'argument comme quoi l'État n'avait pas les moyens d'analyser les produits qui étaient commercialisés. Et le Conseil d'État a rappelé que, ben non, faux, parce que justement, en annexe de l'arrêté, il y a la méthode d'analyse officielle. On va en Ouais. discuter. Alors, je comprends pas trop toute cette réflexion, parce que, pour ma part, il me semble logique de penser que lorsqu'on plante du chanvre pour en faire des produits de consommation, on va analyser ce chanvre-là par la méthode d'analyse. Le producteur va vendre sa production, sa matière première à un industriel, qui va en faire une extraction, certainement, qui va la rediluer dans le produit fini. Tout ça va suivre une succession d'analyses qui devrait être obligatoire et que pour faire valider donc la commercialisation de ce produit en vente publique, il devra donc respecter un emballage, un étiquetage, la composition, avec des thèmes bien précis que vous venez de citer, et en annonçant donc une certaine quantité en milligrammes, par exemple, et que avant que ce produit arrive sur l'étagère du commerçant, ben, il a été validé certainement par l'autorité publique. Je comprends pas trop. Ici, dans ce processus-là, on s'assure qu'il n'y a pas de THC. Voilà, je comprends pas trop, en fait. Je, enfin, la stratégie de l'EFSA par rapport aux cannabinoïdes me laisse très perplexe. Voilà. Oui. Euh, j'ai du mal à la justifier, j'ai du mal à la comprendre déjà. Et d'ailleurs, elle est contredite par d'autres stratégies, hein. Et pour information, vous êtes plus près de la Nouvelle-Zélande, non, Oui. ou de l'Australie que de la métropole. La Nouvelle-Zélande, l'autorité de santé néo-zélandaise a fait un travail alors vraiment très très sérieux d'analyse des risques de THC. On est sur une dose minimum de 3,5, si je me souviens bien, 3,5 microgrammes par kilo, donc 3,5 fois plus que l'EFSA. Et certaines publications récentes évoquent jusqu'à un seuil de tolérance sans risque, jusqu'à 14 microgrammes. Donc vous voyez qu'en fait, tout ça a été fait. Je pense que d'une certaine façon, l'EFSA n'a pas été insensible à la diabolisation du cannabis qu'on connaît depuis un siècle et au fait que voilà, il faut surtout prohiber le cannabis. On a une commission européenne qui est très prohibitionniste, qui est dominée, les acteurs de la Commission européenne qui gèrent les questions de drogue sont essentiellement des acteurs de la répression, ce n'est pas des acteurs de la santé. Et donc, on a une Commission européenne et des acteurs européens qui ne sont pas favorables à un dispositif de légalisation contrôlée et qui pensent en fait que la moindre tolérance sur un produit, même anodin comme le cannabis à 0,3%, est susceptible de bouleverser tout leur schéma prohibitionniste. Voilà. Donc, je pense que enfin, moi, je n'ai pas trouvé dans les arguments de l'EFSA d'éléments convaincants. Et j'ai beaucoup de questions à poser à l'EFSA et de choses que je ne
que je ne peux pas, que je ne comprends pas. Comment une dose de THC peut être dangereuse à une concentration 10 fois inférieure à celle de la morphine, ben ça, moi, je ne le comprends pas. Voilà. Enfin, je vois bien comment ils arrivent au raisonnement. Je ne suis pas stupide, je comprends la méthodologie qu'ils ont employée, elle me paraît totalement injustifiable. Voilà. Ce qui m'amène à vous demander, par rapport à cet arrêté du 30 décembre 2021, quelles seraient les améliorations que vous y apporteriez? Nous avons déjà eu un certain retour d'un chanvier, M. Joanny Chatou, qui demandait par exemple l'annulation de l'interdiction de bouturer, de relever le taux minimum de THC à 1%, entre autres. Voilà. Quel est votre avis? Joigny a raison, c'est-à-dire ce que je vous ai dit au début de notre entretien. L'objectif de cet arrêté, fondamentalement, c'est d'empêcher au maximum le développement de la filière. Et donc, pour moi, on peut pas. C'est pour ça qu'on peut pas, pour moi, partir de cet arrêté, puisque la finalité, c'est en fait d'empêcher le marché. Et que pour moi, d'un point de vue de santé publique, il n'y a pas de raison fondamentale de le faire. Donc, pour moi, il faut avoir une logique qui est radicalement inverse, c'est-à-dire se dire quel est le problème pour la santé publique. Le problème pour la santé publique, c'est l'information des consommateurs, c'est la traçabilité du produit, c'est avoir le produit le plus sain possible. Donc, partons de ces objectifs-là et posons-nous la question, qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme règle? Moi, je trouve qu'il y a des lacunes dans l'arrêté de 2021 sur l'information des consommateurs. Une lacune évidente. On nous dit 0,3% de THC dans le produit fini. L'arrêté ne dit pas ce qu'est un produit fini. Vous vendez des bonbons, c'est quoi le produit fini? C'est le paquet ou c'est le bonbon? Parce que si c'est le bonbon, ça veut dire que, et qu'il y a 10 bonbons dans un paquet, ça veut dire que la concentration de THC, elle peut être 10 fois supérieure à celle que vous allez analyser si c'est le paquet que vous prenez en compte. Vous voyez? Donc, ça, la notion de produit fini, elle n'a pas été définie. La méthodologie pour déterminer le taux de THC, elle n'est pas définie. Elle est définie seulement pour la plante, pour savoir si la plante relève d'une variété autorisée ou interdite. Par contre, dans le produit fini, on ne vous explique pas comment faire. Alors, il y a en droit européen quelques éléments de cadrage qui permettent de savoir quelle est la méthodologie à retenir. Mais par exemple, pour le cannabis thérapeutique, le décret sur le cannabis thérapeutique précise la méthodologie qu'il faut retenir et apporte un élément qui est très important pour les industriels, c'est qu'il dit toute méthodologie équivalente que dont l'industriel pourra justifier. C'est-à-dire que là, vous avez une sécurité juridique pour l'industriel et vous avez la garantie pour le consommateur. Vous allez pouvoir vérifier que le produit a été fabriqué dans de bonnes conditions, etc. Donc, vous voyez que pour moi, s'appuyer sur l'arrêté de 2021, c'est passer à côté du sujet. Parce que l'arrêté de 2021, il ne protège pas le consommateur. L'arrêté de 2021, il n'organise pas la filière. On est comme dans le décret sur le cannabis médical, on est obsédé par la protection des champs et la surveillance des champs, comme si, enfin je vous dis, fumer tout le champ, enfin je ne suis pas consommateur moi de ces produits, mais je suis sûr que si vous fumez tout le champ, il ne se passe rien, quoi, à part la nausée. C'est comme quand les autorités d'addictovigilance en France nous disent que le CBD, l'huile de CBD peut être très dangereuse. Et un jour, j'avais regardé la concentration nécessaire de CBD pour que le produit soit dangereux. Quand j'avais calculé en termes de volume d'huile ce qu'il fallait absorber, mais le gars, il ne peut pas, enfin personne ne pourrait absorber une telle quantité d'huile, vous seriez malade avant, vous auriez la diarrhée, et je ne sais quoi encore, mais ce n'est pas le CBD qui va vous rendre malade, c'est l'huile. Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi se méfier de ces analyses pharmacologiques purement théoriques et qui ne correspondent en rien à la réalité clinique et à la réalité de la consommation des citoyens.
Donc voilà, pour moi, si vous voulez, l'arrêté de 2021, il n'est pas dans la bonne orientation, donc ce n'est pas la peine de partir de là. Il faut se poser la question en termes de santé publique, protection du consommateur, traçabilité, qualité du produit, environnement. Voilà les enjeux qui doivent dicter la rédaction. OK, merci. J'aimerais rebondir sur la méthode d'analyse. Vous avez bien précisé que l'arrêté était incomplète, notamment sur l'analyse des produits donc, transformés ou finis issus du champ industriel. C'est une discussion que j'ai tenue avec nous avons un institut scientifique et médical ici, l'Institut Newman-Lardé, et cet institut bénéficie d'une dérogation aux fins de recherche scientifique pour justement se préparer à devenir l'organisme de contrôle, d'analyse officielle du pays. Et ils commencent à mener des cultures expérimentales pour justement proposer des variétés de plantes qui resteraient dans le cadre aux futurs acteurs. Et justement, eux-mêmes ont beaucoup de difficultés à définir une méthode d'analyse pour ces produits transformés ou finis à base de chanvre. Et deuxième remarque, au sein de notre association, nous avons une scientifique qui a dirigé ce fameux laboratoire dans cet institut public et qui nous a fait remarquer qu'il y avait une erreur d'orthographe dans la méthode d'analyse officielle. Alors, cela concerne donc le dosage du solvant, il me semble. Est-ce que vous avez accès vous avez l'arrêté du 30 décembre 2021? Oui, je peux aller Alors, voir. si vous pouvez ouvrir et vous allez à la dernière page, je vais vous indiquer précisément là où il y a un problème. C'est donc le dernier chapitre avant le chapitre 4, résultats, où au point D, il est écrit volume injecté 1 ml. Vous me dites quand vous arrivez. Hein? Oui, alors c'est dans l'annexe. Hein. Oui, dans l'annexe, en dernière page. Hein? Dans l'annexe, volume injecté 1 millilitre, oui. Voilà. Alors, justement, ça pose problème pour cette scientifique parce que ce n'est pas 1 millilitre, c'est 1 microlitre. Ah, Elle m'expliquait que 1 millilitre, c'est beaucoup trop. Elle m'expliquait qu'en fait, comme il n'y a pas de touche sur le clavier pour taper microlitre, elle aurait dû taper microlitre au lieu de ml parce que ça porte à confusion. Alors, on ne sait pas quel est l'impact que ça peut avoir sur cette... Alors, en fait, pour moi, un impact limité, pourquoi? Parce que cette annexe ne fait que reprendre l'annexe européenne sur la détermination du taux de THC dans la plante. Mais comme je le disais tout à l'heure, il s'agit juste d'une méthode utilisable pour la plante, Oui, pour savoir si la variété est autorisée ou pas. oui, c'est ça. D'accord ? Oui. Donc, et sachez-le, cette méthode n'est pas la même que celle des Nations Unies. Ah. Celle des Nations Unies, la méthode européenne me paraît d'ailleurs plus pertinente que la méthode proposée par les Nations Unies, qui est une méthode un petit peu brutale, un peu à la hache, alors que la méthode européenne est une méthode assez fine. Et le but, c'est quoi? Le but de cette méthode, c'est de s'assurer en fait qu'une variété, on sait que le chanvre peut avoir des variations très importantes de taux de THC. Donc le but, c'était de s'assurer qu'on ait une méthode qui permette d'être à peu près certain que la plante sera stable et qu'on va mettre sur le marché une plante qui ne va pas bouger complètement. Donc, en taux de THC. Et donc, moi, franchement, je la trouve pas mal, cette méthode. Mais elle n'est valable que pour la plante. Oui. Et pour, en fait, identifier les variétés qui vont rentrer au catalogue. Donc, en France, à ma connaissance, il y a une réflexion sur 2 variétés à 0,3%, alors que pour l'instant, on n'avait que du 0,2%. Mais au catalogue européen, on a maintenant des variétés qui sont à 0,3%, voire des variétés qui sont à 1%. Vous savez que le catalogue européen est fait de la somme des catalogues nationaux. Donc, en fait, cette question, cette utilisation éventuelle de cette méthodologie ne vaut que pour choisir des variétés et leur permettre de rentrer au catalogue européen.
Oui. On a déjà plus de 60 variétés qui sont au catalogue, 60 ou 80, je ne sais plus, là, de mémoire, je ne pourrais pas vous dire. Il y en a une bonne cinquantaine qui attendent à la porte, Mm. dont certaines proviennent d'ailleurs des États-Unis. Pour moi, l'enjeu, il n'est pas là. Mm. L'enjeu, par contre, c'est qu'on n'a pas de méthode pour définir le taux de THC dans le produit fini. Oui. Or, on sait que ce taux, il varie considérablement Oui. selon le stockage, la nature acide ou pas du produit fini, etc., etc. Donc, là-dessus, on n'a rien dans l'arrêté. Il faudrait au moins définir des grandes familles. Oui. Je ne sais pas, produits alimentaires, produits cosmétiques, que sais-je, les crèmes, les produits basiques, produits acides. Enfin, moi, je suis un spécialiste du droit, je ne suis pas un spécialiste de la chimie, hein, Oui. Oui. voilà, et de la pharmaco, c'est pas. Mais aux pharmacologues, aux chimistes, de nous dire quels sont les critères déterminants. Et puis nous, juristes, on peut construire un texte avec ça. Oui. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être certain que la substance soit pas toxique et qu'elle ne puisse pas provoquer voilà, d'effets psychotropes, puisque pour ces variétés-là, c'est ça qui nous préoccupe, hein. Mm. Euh, et en même temps qu'on puisse la cultiver. Et donc, s'il y a 0% de THC, ben, le problème, c'est qu'on va avoir un produit qui est très transformé, très travaillé chimiquement. Et là, on n'a pas non plus un produit qui est très rassurant et qui ne va pas être non plus super pour la santé des consommateurs. Donc, avoir du THC dans un produit en soi, c'est pas le drame du siècle. Oui. Ça devient un problème parce qu'on en fait un problème. Mm. Et par contre, fixons une méthodologie précise, au moins par famille de risques ou de produits ou que sais-je, enfin, ce que les chimistes et les pharmacologues nous diront de faire. Mm. Et puis là oui, là, on est efficace. On sécurise la filière industrielle, on protège le consommateur, Oui. et puis on peut développer une économie autour du chanvre. C'est bien résumé. Merci. On va poursuivre notre discussion. Maintenant, je vous propose donc de parler un peu du volet médical du cannabis. Donc, comme je le disais, donc, il y a une expérimentation en cours, hein, et il y a divers arrêtés et puis décrets qui sont sortis pour poser justement ce cadre dérogatoire. Voilà, quel est votre avis sur l'expérimentation, sur tout ça, sur l'évolution réglementaire? Je suis honnête, je suis franc, un Mhm. naufrage, Ah. un naufrage, une catastrophe. Enfin, Ah, on est parti sur quelque chose qui était une évidence. Le cannabis est un médicament oui. pour certaines pathologies. C'est efficace, ça marche, et c'est considéré comme un médicament aux États-Unis depuis les années 70. On a une très belle décision de la Cour suprême américaine, hein, en 1970 avec Timothy Leary. Bon, donc il y a un intérêt thérapeutique. Il est discuté. Et là encore, je ne suis pas médecin, je suis Mm. juriste. Mm. Aux médecins de nous dire, mais manifestement, quand même, il y a pas mal de médecins qui disent ça peut marcher, ça marche. On a des études publiées assez nombreuses qui nous disent ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde, ça ne fonctionne pas toujours, mais ça fonctionne pour certains patients. Dans une logique toujours pareil de santé publique, la question c'est de se dire comment on fait pour le rendre disponible pour les patients avec qui ça marche. Ceux avec qui ça ne marche pas, on continuera avec autre chose, mais ceux pour qui ça marche, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Donc, on partait de là, une idée simple. On a une expérimentation qui est lancée avec un consensus politique, il faut le rappeler. Olivier Véran fait voter le texte à l'Assemblée nationale à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Tous les groupes politiques ont voté pour. Et on se retrouve avec un machin qui a mis 1 an à démarrer, qui devait concerner 3000 patients. On n'a toujours pas les 3000 patients, ou à peine, maintenant on les a peut-être atteints, qui est une usine à gaz d'une complexité sans nom. Pourquoi, au bout du compte? Pour que les gens achètent du CBD dans les CBD shops plutôt que d'aller se faire prescrire le même CBD à titre compassionnel, en dernière intention, pour des pathologies qui sont excessivement lourdes. Donc, en fait, là encore,
à la fois, on a admis à regret l'intérêt médical du cannabis, et donc, en fait, on fait tout pour que ça ne marche pas. Alors, on fait tout pour que ça ne marche pas, on ne paye pas pendant l'expérimentation, on ne paye pas les industriels qui fournissent le produit. Et puis, on fait un appel d'offres, et l'appel d'offres est infructueux. Donc, on se retrouve, on n'a plus de produits pour les patients. Ah, c'est pas grave, ils prendront autre chose. C'est une gestion calamiteuse en termes de santé publique. Donc, et à quoi sert cette expérimentation? L'expérimentation est censée s'assurer qu'on est capable de gérer une filière médicale du cannabis. L'expérimentation, la NSM l'a rappelé à plusieurs reprises, n'est pas là pour démontrer l'intérêt thérapeutique du cannabis. On a des centaines d'études. Donc, ce n'est pas la peine de refaire le boulot que les autres ont déjà fait. On sait que ça marche sur certains patients et certaines pathologies. On sait que ça ne marche pas pour d'autres patients et d'autres pathologies. Point barre. Donc, la seule question, c'est est-ce qu'on est capable de le faire? Réponse oui. Franchement, ce n'est pas d'une complexité extrême. Oui. Là encore, traçabilité du produit, préoccupation pour les patients, disponibilité du produit pour les patients. Voilà les questions qu'il faut se poser. Or, en fait, on se pose des questions qui sont comment on va surveiller le champ dans lequel il y a le cannabis, Comment on va le cultiver? comment on va le cultiver, comment le cultivateur doit prévenir la police si au moindre soupçon de… Oui. Les trafiquants ne vont pas passer par le cannabis thérapeutique pour pouvoir faire du deal, quoi. Ils ont déjà largement de quoi faire leur champ et leur production. Ils n'ont pas besoin de s'embêter avec le cannabis thérapeutique et ses contraintes pour faire du trafic. Voilà. Donc, pour moi, c'est un échec. C'est un échec parce que, en fait, le cannabis médical, ça devrait être possible depuis au moins 3 ans. Minimum. Oui. Voilà. Et donc, là encore, je ne comprends pas qu'en 2023, au mois d'août, on soit toujours à s'interroger et vous allez voir ce qui va se passer à la rentrée. C'est la fin de l'expérimentation à la rentrée. Parce qu'a priori, personne, le ministère de la Santé n'a plus l'air de parler de quoi que ce soit dans le projet de PLFSS, de financement de la sécurité sociale. Donc, où on va pour cette expérimentation, à mon avis, dans le mur. Et je pense que la responsabilité des autorités de santé est majeure. À l'exception de la NSM, qui a eu le courage de lancer cette expérimentation, et je l'ai toujours dit, Dieu sait si je critique la NSM, l'Agence du médicament, mais je leur rends hommage sur une chose, c'est qu'ils ont été les seuls à sortir de ce dogme français qui est que le cannabis est le diable pour tous les médecins, pour l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, enfin, et on a l'impression, vous savez, le cannabis tue en France et pas ailleurs dans le monde. J'ai toujours trouvé ça merveilleux, quoi. Enfin, on est plus faible, plus fragile, les Français, probablement. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais un Italien ne meurt pas et un Français mourrait. Pourquoi? Allez me l'expliquer. Voilà. Donc non, je suis très, très triste sur la question du cannabis thérapeutique parce que là, vraiment, ce n'était pas compliqué à faire. Le médicament, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une industrie hyper normée. Donc là, les normes, on les a, tout le dispositif, on l'a, depuis le champ jusqu'à la délivrance aux patients, les pharmaciens, tout le monde sait faire. Enfin, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Oui. Voilà, donc on avait la possibilité de développer une industrie du cannabis thérapeutique parallèlement à celle du cannabis industriel, et là aussi on passe complètement à côté. Et pendant ce temps-là, on a des pays qui, eux, comme Israël, ont investi massivement sur le développement du cannabis thérapeutique et vont nous amener des médicaments, des produits de dernière génération, et nous on courra derrière. Cela m'amène à une nouvelle question, M. Bizio. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour légaliser l'usage médical du cannabis? Je développe ma question.
parce que il y a une chose que je comprends pas bien, en fait. C'est que on parle de stupéfiants. Dans le tableau des stupéfiants, il n'y a pas que le cannabis. Il y a notamment l'opium, avec lequel on fabrique la morphine, l'héroïne, et il y a encore la feuille de coca, à partir duquel on va fabriquer de la cocaïne. Tout ça sont des médicaments. Lorsque ces stupéfiants-là, je parle de la morphine, de la cocaïne, entre autres, lorsque ces substances, ces stupéfiants ont été légalisés pour un usage médical, est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois qui ont été pensées pour cultiver l'opium, pour cultiver la coca? Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire pour savoir comment il faut planter l'opium, comment il faut analyser l'opium? Voilà, parce que je ne comprends pas pourquoi on fait toute une montagne avec le cannabis, alors que il me semble que la production d'opium, c'est un monopole d'État accordé à une filiale de Sanofi qui cultive plus de 100 000 hectares, je crois, en France, pour justement assurer son indépendance phytopharmaceutique par rapport à l'opium. Voilà. Donc, pouvez-vous nous expliquer quelle est la logique de toute cette réflexion qui, pour ma part, est stérile, puisqu'il suffirait d'appliquer donc la réglementation sur la fabrication de médicaments à base de stupéfiants, comme ça a été le cas pour la cocaïne et l'héroïne. Ici, dans notre réglementation polynésienne qui date de 1978, c'est justement, c'est une copie, hein, c'est une promulgation du cadre national sur l'usage des substances vénéneuses en médecine, hein, en usage médical. Il y a donc les fameux 3 tableaux ABC, hein, dans lesquels on retrouve les produits dangereux, les produits Oui, stupéfiants, les mais produits toxiques. justement, vous êtes encore sur les tableaux ABC et pas les tableaux A2, 3, 4. Voilà, il y a une réforme à entamer sur ça, mais il y a également des tableaux annexes dans lesquels on retrouve justement la cocaïne, l'héroïne. C'est un tableau qui fixe justement un cadre dérogatoire pour un usage en médecine. Alors, il suffirait peut-être tout simplement d'inscrire le cannabis dans ce tableau annexe. Alors, pouvez-vous nous donner Alors, votre avis? je vois qu'il nous reste très peu de temps, donc vous faire une réponse précise, ça va être un peu difficile dans le temps. On peut déborder si vous avez le temps. Moi, je peux Et, encore acheter une demi-heure maxi, si vous voulez. ouais, moi j'aurais un peu de mal par contre, je suis désolé. OK, OK, Euh, mais allez-y. vous dire simplement, en fait, ça c'est d'abord une construction historique. D'accord? C'est-à-dire que la loi, elle ne tombe pas du ciel comme ça. Elle se construit par strates et par accumulation. Et avant l'émission, on peut le dire, on échangeait quelques mots de courtoisie tous les deux. Et je vous disais que oui, moi j'ai travaillé sur le monopole de l'opium à Tahiti, hein, qui s'est développé entre 1894 et 1906. Et vous êtes d'ailleurs le seul territoire qui a eu une prohibition réussie, puisque la prohibition de l'opium a réussi à Tahiti. Et vous aviez un monopole d'État, hein. C'était les douanes de Tahiti qui vendaient, hein, c'était une régie. Les douanes vendaient elles-mêmes l'opium aux clients. C'était rue Colette, ça vous dira peut-être quelque chose. C'était rue Colette que se trouvaient les fumeries d'opium de Papeete. Donc voilà. Euh, et en fait, si vous voulez, c'est toute cette histoire qui explique la situation différente des produits. L'opium au 19e siècle, c'est 3/4 de la pharmacopée. C'est la base de la pharmacie. On ne peut pas faire de pharmacie sans opium. Et encore aujourd'hui, l'opium, c'est un élément clé de la prise en charge et du soin, de la prise en charge médicale et du soin. Donc, il y a un enjeu majeur sur l'opium parce qu'on a développé l'opium. Et quand j'ai mal aux dents, là, en ce moment, eh ben, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit prendre des opiacés, parce que je dis le paracétamol ne marche pas. Ben, on me dit, bah oui, mais à ce moment-là, opiacés. Et le réflexe, c'est ça. Et tous les calmants et tout ce qui contrôle la douleur, c'est à la base de l'opium. Mais pas seulement. Les antitussifs, hein, pendant longtemps, pour les enfants, quand un enfant avait une toux, on lui donnait quoi? On lui donnait un produit qui était en fait de la codéine à base d'opium. Donc, l'opium, c'était le cœur de la pharmacopée, le cœur des médicaments dans le monde entier. Et donc, il y avait un régime particulier de l'opium et il y avait une volonté évidente de tous les pays d'essayer d'assurer leur autosuffisance. Parce que aussi, l'opium, ça permet de calmer la douleur et que sur un champ de bataille, généralement, on souffre. Donc, il n'y a pas seulement la santé publique, il y a aussi la sécurité de l'État. C'est que si vous avez une guerre, vous avez besoin d'opium.
vous avez besoin de morphine, vous avez besoin de diacétylmorphine. Donc, il fallait s'assurer qu'on ait les disponibilités en opium. D'où la préoccupation de la France sur l'opium et de tous les pays sur l'opium. Et encore aujourd'hui, l'opium, on en a besoin comme médicament majeur. Donc, l'intérêt thérapeutique de l'opium n'a jamais été discuté. Ce qui n'a pas été le cas du cannabis. Le cannabis n'est jamais apparu comme un médicament. C'est le hashish, donc un concentré de cannabis, qui était considéré comme un médicament. Il a été inscrit à la pharmacopée, le hashish, pendant à peu près 60 ans, entre la fin du 19e et le milieu, enfin, en gros les années 30, milieu des années 30. Et en fait, il est passé du statut de médicament bon à tout faire. Si vous lisez Moreau de Tours au 19e siècle, il soigne tout, même le choléra avec le cannabis. Je crois qu'il se faisait un peu des idées et des illusions, mais c'est pas grave. Et il est passé de ce statut de médicament miracle au milieu du 19e siècle au statut de remède de grand-mère. C'était le produit qu'on vous conseillait quand vous aviez des peines d'amour, mal au cœur ou je ne sais pas quoi. Voilà. Hein. Et donc, il est passé de ce statut de médicament miracle au statut de remède de bonne femme qu'un médecin ne voudrait surtout pas prescrire. Et quand sont arrivées les grandes conventions internationales, notamment celle de 61, eh bien, on a dit il n'y a pas d'intérêt médical au cannabis. C'est tout. Mais c'était déjà le cas dès la convention de 1906, enfin la loi de 1916 en France sur l'opium ou autre. On a dit il n'y a pas d'intérêt médical au cannabis. Donc, il est sur le tableau 4, sur le tableau des substances dangereuses et dénuées d'intérêt médical, contrairement à l'opium, qui lui est dangereux, mais qui a un intérêt médical. Et ça a changé. Ça a changé puisque l'OMS a changé la classification du cannabis. Hein, et vous savez qu'on l'a sorti maintenant du tableau 4 pour le mettre dans le tableau 1. Donc, c'est une substance comme l'opium. Et aujourd'hui, en effet, ce n'est pas compliqué de faire du cannabis thérapeutique. Il suffit de l'autoriser dans la loi ou dans un règlement. Enfin, c'est même pas la loi, c'est le règlement. Il suffit de dire, bah, ce cannabis, c'est l'épidiolex. L'épidiolex est un médicament, 100% de CBD. Comment ça s'appelle Le Sativex. Le Sativex, THC. Voilà. Par contre, la difficulté, c'est quoi? C'est que développer un médicament coûte très cher et prend des années. Et donc, obtenir une AMM, c'est des années d'investissement et de travail. Et que les acteurs de la filière sont peu armés pour financer ce genre de développement et que les grands groupes pharmaceutiques n'ont peut-être pas très intérêt à le développer parce qu'il y a d'autres produits qui sont peut-être moins efficaces parfois que le cannabis, mais qui sont facturés beaucoup plus cher. Merci pour cette précision. Eh oui. Voilà, donc je pense qu'on va arriver au thème. Je vérifie donc voilà. Donc je voulais qu'on parle d'autres choses, hein, notamment de notre loi de pays. Hein. Je vous ai envoyé un exemplaire. Oui, alors Et, peut-être oui, juste un petit mot sur la loi de pays. Il y a d'abord enfin, le travail qu'a fait le président Brotherson, Maïtime Brotherson, sur la légalisation contrôlée. Ça m'avait paru à son l'époque, projet de j'avais loi national, pardon. Hein. Là, on parle de son projet de loi national, alors. Hein. Oui, c'est ça. oui, oui, J'avais trouvé ça d'abord courageux, il faut bien le dire, oui. courageux et puis bien fait. Et ensuite, l'autre point qui m'avait particulièrement intéressé, c'était le fait justement que vous, en Polynésie, vous pouvez jouer sur l'articulation de loi de pays, loi nationale, Oui. enfin, loi globale métropolitaine. Et, et comme on est au cœur des problématiques de santé publique avec les drogues, vous récupérez une capacité d'action qui est très intéressante. Mm. Et je sais que ça a suscité des conflits et des divergences d'interprétation, mais on a quand même deux autorités qui sont le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne qui nous ont dit que l'enjeu de la réglementation des drogues, c'est la santé publique, c'est pas autre chose. Et donc ça, c'est un élément très important parce que ça vous permet à ce moment-là d'avoir une réflexion autonome sur la problématique cannabis, votre problématique sur votre territoire,
et d'essayer de construire une réponse propre à votre territoire. Et ça, moi, j'avais trouvé ça intéressant dans la réflexion du président Moetai Brotherson. Et après, c'est pas facile à porter. Hein, c'est pas facile à porter. Je pense pas que la métropole fasse preuve d'un enthousiasme débordant pour ce genre d'initiative. Et c'est dommage parce qu'en fait, en plus, vous avez vraiment, enfin, on ne peut pas comparer. Et quand j'avais fait ma thèse sur les monopoles des stupéfiants, monopoles fiscaux des stupéfiants au 19e siècle et 20e siècle, on ne peut pas comparer le territoire polynésien et les autres territoires. Moi, j'ai travaillé sur la Polynésie, l'Indochine, le Maroc, la Tunisie, la Somalie, le territoire des Afars et des Issa et l'Inde. Euh, L'évolution de la problématique drogue et l'évolution de la réglementation des drogues en Polynésie n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ailleurs. Vous êtes une île au milieu de l'océan Pacifique. Donc, ça vous donne à la fois des contraintes que d'autres n'ont pas, ça vous donne aussi des atouts que d'autres n'ont pas. Et ça vous permet de construire une solution propre à votre territoire. Et oui, moi, j'avais bien aimé cette réflexion qu'avait eue Moetai Brotherson sur l'articulation entre loi de la métropole et loi de pays sur les drogues. Je pense que ça, c'est un élément clé. Voilà. Oui, alors pour votre information, nous en avons discuté avec le président Broderson et donc il est question donc de charger donc nos parlementaires. Nous avons 3 députés et bon, les 2 sénateurs sont encore issus de l'ancienne majorité, donc dans l'opposition, mais il va tenter de mener un front uni en fait pour justement remettre sur la table son projet de loi donc d'une régulation sociale de l'usage adulte et responsable du cannabis. Mais au-delà de ça, bien sûr, ça demande le soutien de tous les parlementaires nationaux et ultramarins, on va dire. Hein. Oui. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il faut arriver à faire comprendre que même historiquement, et là l'exemple de l'opium peut être intéressant, votre territoire n'a jamais eu le même traitement que le reste des territoires français à l'époque. Parce que tout simplement, votre problématique, elle n'a rien à voir avec celle des autres. Vous êtes une île au milieu du Pacifique. Ça fait tout votre charme, toutes vos contraintes aussi, toutes les difficultés du territoire. Donc ça nécessite, et ça a toujours nécessité une stratégie autonome, Oui. Et qui fait d'ailleurs que je vous dis, vous avez la seule prohibition que j'ai vue réussir, c'est celle de l'opium récréatif en Polynésie. Parce qu'à l'époque, il y avait un bateau par mois et que ce n'était pas très compliqué de le contrôler. Voilà. Alors, j'ai encore une petite question avant de terminer. Le Conseil constitutionnel avait donc redéfini le thème stupéfiant. Donc, en résumé, donc un produit psychotrope qui provoque une accoutumance et qui soit délétère pour la santé humaine. Voilà les 3 notions. Est-ce que pour vous, le cannabis rentre dans ces 3 critères et est-ce que, par exemple, en comparaison, l'alcool éthylique répond à ces critères également? Alors, c'est le grand débat historique alcool, cannabis. Donc, vous me posez des questions de fond avec dans un temps contraint. Vite fait, en En fait, résumé. alors là aussi, je vais essayer de vous faire une réponse simple. Ce que nous a dit le Conseil constitutionnel, il nous a dit, puisqu'on lui avait dit, mais on n'a pas de définition des stupéfiants. Et pourquoi? Si vous remontez aux origines, encore une fois, aux origines, c'est quoi? C'est la loi sur les substances vénéneuses. Oui. D'accord? Et si vous regardez la loi sur les substances vénéneuses et l'exposé des motifs de la loi sur les substances vénéneuses, que vous dit le gouvernement à l'époque? Que dit-il au roi? Il dit au roi de France, nous n'avons pas donné de définition aux substances vénéneuses, parce qu'il y a un équilibre à trouver entre l'intérêt du commerce et l'intérêt de la santé publique. Et donc, nous préférons que ce soit au gouvernement, au coup par coup, en fonction du degré d'intérêt de l'un et de l'autre, de choisir s'il classe ou pas un produit. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation assez absurde, qui est que vous classez un produit, c'est un stup, vous le retirez du classement, c'est plus un stup. Le CAT,
Le 4, un coup, le 4 était un stupéfiant. Ensuite, pendant 3 ans, c'était plus un stupéfiant. Et puis, c'était de nouveau un stupéfiant. La buprenorphine a été un stupéfiant. Puis, c'était plus un stupéfiant. Donc, il suffit de le changer de colonne dans le tableau. Et puis, le produit change de nature. Mais c'était sciemment, c'était volontaire. Alors, ça ne correspond plus aux exigences d'un droit moderne. D'où l'interpellation qu'on a faite au Conseil constitutionnel et sa réponse assez amusante au Conseil constitutionnel qui nous dit « Mais non, vous avez tort, il y a une définition, je vous la donne. » Et nous avons eu ce que nous voulions, finalement, c'est-à-dire que nous avons eu une définition de ce qu'était un stupéfiant. Et vous avez raison, un stupéfiant, c'est un produit psychotrope qui crée un risque pour la santé publique ou un risque de dépendance. Mais attention, il reste une chose, c'est que c'est une faculté pour le gouvernement de classer ou non un produit. C'est-à-dire que cette définition ne veut pas dire qu'on va interdire tous les produits ou considérer comme stupéfiants tous les produits qui créent un risque pour la santé, etc., etc. Simplement, si le produit répond à ces questions, à ces conditions, à ce moment-là, il peut être classé comme stupéfiant. Donc, si vous voulez, ça vous permet, cette définition ne permet pas de dire l'alcool est un stupéfiant. L'alcool pourrait être un stupéfiant. Et l'alcool peut ne pas en être un, c'est la liberté du gouvernement. D'accord ? Par contre, là où c'est plus délicat, c'est que ces conditions-là sont-elles remplies pour le cannabis ? On sait une chose, le cannabis ne crée pas de dépendance, et c'est d'ailleurs pour ça que le critère de la dépendance n'avait pas été retenu en droit international, il ne crée pas de dépendance physique, il crée, vous Une dit-on, une plante dépendance. médicinale, pardon. Il crée, vous dit-on, une dépendance psychique, oui, moins que l'eau, moins que l'eau claire. Si je vous prive Le d'eau claire, sucre. voilà. Est-ce qu'il crée un risque pour la santé? Ben, je rappelle toujours, moi, une statistique un peu stupide, hein, mais 8 personnes meurent statistiquement en France métropolitaine chaque année à cause de l'eau chaude, Oh, brûlée par l'eau chaude. D'accord? 8 morts par an. Bon, le cannabis, c'est 0 mort par an. Donc, si je fais une échelle de risque, le cannabis, il est moins dangereux que l'eau chaude. Mais je parle du cannabis, je pourrais parler aussi du LSD. Le LSD, c'est un décès peut-être attribué au LSD en 5 ans en Europe. L'eau chaude, 8 morts par an en France. Les piqûres d'abeilles ou de guêpes, je crois que c'est 10 morts par an. ah Donc, oui. donc, si on fait vraiment une échelle de risque, la question, elle se discute. Cela dit, pour l'instant, le juge n'est pas prêt à évaluer ça. Il laisse la liberté au gouvernement. Donc, le gouvernement est libre de considérer qu'un produit doit ou non être considéré comme stupéfiant, classé comme stupéfiant. Et puis, même quand il en classe un comme stupéfiant, alors, il commence à devoir justifier sa décision devant le juge. Là, on va avoir une affaire sur le HHC qui va être intéressante là-dessus, sur l'hexahydrocannabinol. Est-ce que vraiment c'est un stupéfiant? Est-ce que ce classement comme stupéfiant du HHC est légitime à discuter? En tout cas, les arguments du gouvernement étaient très pauvres, donc est-ce que ça suffit au juge administratif ou pas? Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette notion sur cette décision du D'accord. Conseil constitutionnel. Je rajouterais peut-être un avis, c'est que pour ma part, on revient toujours à une question de dosage. Voilà. L'alcool, on peut en consommer sans problème un peu, mais au-delà d'un certain dosage, là, ça devient problématique. Hein. Enfin, quand je dis problématique, de santé publique, j'ai envie de dire. Alors pour moi, c'est moins une question de dosage qu'une question de comportement. Vous savez que je suis très Ah, attaché à la notion d'addiction. oui. L'addiction, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire une chose très simple, c'est que tout le monde n'est pas égal devant les drogues. C'est vrai. Et certains vont réagir beaucoup avec très Oui. peu, et d'autres vont réagir beaucoup moins avec beaucoup. Et puis certains vont pouvoir consommer et s'arrêter, et d'autres vont consommer un petit peu et vont avoir beaucoup de mal à s'arrêter. Donc l'addiction consiste à se préoccuper avant de se préoccuper du produit, de se préoccuper de la personne. Oui. Est-ce que la personne est en souffrance avec sa consommation ou pas? Est-ce qu'elle Mm. crée un risque pour les autres ou pas? Voilà. Et encore une Et c'est fois, ça essentiel. c'est une question Mm. de bon sens et c'est ça qui devrait guider Oui. une politique publique des drogues et une législation des drogues. OK. Si je peux conclure là-dessus. Une dernière petite question en 5 minutes.
On a un gros problème avec notre loi de pays du 5 janvier 2023 puisqu'elle classe la graine de cannabis en tant que stupéfiant. Et ça nous paraît impossible, c'est illégal. 2 jugements ont été rendus, un par le tribunal administratif de Papeete, un second par le tribunal correctionnel qui juge illégale cette disposition. Deux arrêtés qui ont été pris et qu'on retrouve donc dans cette nouvelle loi de pays. J'aimerais avoir votre avis sur cette classification de la graine de cannabis. Illégal ou pas? Aucun sens. Si vous voulez, pour l'instant, on n'a pas discuté. Il y a eu devant le Conseil d'État une ou deux tentatives de demande de QPC pour donc de questions préjudicielles, questions prioritaires de constitutionnalité, pardon, demande au Conseil d'État de saisir le Conseil constitutionnel pour se poser la question de la constitutionnalité. Et le Conseil d'État lui-même se posait la question de la légalité du classement du cannabis. Ce qu'a répondu le Conseil d'État, c'est que ce n'est pas là le problème. Mais le cannabis à 0,3% est un stupéfiant et reste un stupéfiant. Même si vous pouvez le commercialiser, ça reste un stupéfiant. Et une éminente personnalité juridique, une grande spécialiste du droit administratif, a dit c'est une situation incongrue. Juridiquement, on a un problème. Donc, on va être obligé de discuter du classement de l'intégralité de la plante de cannabis comme stupéfiant. La discussion, elle va arriver. En fait, on ne devrait pas classer toute la plante comme le fait le droit international et comme, en partie, et comme le fait le droit français. Le droit français vous dit toute la plante de cannabis, c'est du stup. Même pour le cannabis à 0,3%. Pourtant, dans la Convention unique de 61, il est, concernant le cannabis, les feuilles et les grains donc séparés de la sommité florale ne rentrent pas en application de la Convention internationale parce qu'il n'y a pas de risque de santé publique. Oui, mais le classement international est un classement qu'on appelle à minima. C'est-à-dire que rien n'interdit aux États de classer plus. D'accord, mais pour des raisons de santé publique. Mais maintenant, ce que nous a dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il fallait des raisons de santé publique. Or, ces raisons de santé publique, là, elles font défaut, de façon évidente. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de THC dans la graine de cannabis. Non, sûr, on en consomme, on peut en manger 1 kilo, on ne va pas, bien sûr. Pas mourir. Mais ça, si vous voulez, ça pose plus largement la question. En fait, bon, la décision du Conseil constitutionnel, elle date d'il y a 2 ans. Le classement du cannabis, il a été fait en 1906. Voilà, donc. Les termes sont inappropriés parce qu'on parle de résine de cannabis dans lequel on peut interpréter qu'il y a le CBD aussi. Donc, il va falloir. Mais c'est tout le classement des stupéfiants qui est secoué, qui est bouleversé par cette décision du Conseil constitutionnel. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que le juge administratif n'a pas trop envie de rentrer dans le débat. Donc, il faut vraiment l'obliger à en discuter, le contraindre à en discuter pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Voilà. Super. Merci, M. Bizio. Je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation. C'était très sympa. Oui, aussi partagé. Seriez-vous intéressé, alors je ne connais pas vos conditions, vos disponibilités, seriez-vous intéressé peut-être pas participer, mais à contribuer à l'écriture de notre réglementation locale sur le champ industriel? Avec plaisir, oui, si je peux être utile, avec plaisir, n'hésitez pas. Je vais envoyer un mot à notre président, qui vous connaît déjà. Je vais lui envoyer un lien de notre live de ce matin. Je vais lui demander, appelez M. Bizot et demandez-lui son avis. Vous le saluerez de ma part parce que j'ai apprécié les quelques rencontres que j'ai pu avoir avec lui quand il était mobilisé sur le dossier cannabis à l'Assemblée nationale. Oui. C'est une chance pour notre territoire d'avoir un président qui soit entièrement favorable à la légalisation du cannabis, qui a le courage de le faire. Et pour ça, rien que pour ça, on est ravis. Voilà. Merci beaucoup, M. Bizot. Un dernier mot avant qu'on se quitte? Merci. Merci pour l'invitation. Au plaisir d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous connaissez. Et puis maintenant que vous êtes sur Twitter, on pourra échanger sur Twitter également en tant que de besoin. Avec grand plaisir et je ne n'hésitez pas à vous le solliciter donc très prochainement. Avec merci plaisir. Et puis bonne journée à vous en Polynésie. Au revoir. Merci et bonne soirée. À bientôt, M. Bizot. Merci, au revoir. Au revoir.